Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas si j'y suis avec le monde diplomatique. Pas si diplomatique que ça. Flight number 2, arriving from New York. Voilà, on se retrouve autour du numéro du monde diplomatique de ce mois de décembre. Et on va commencer par Serge Halimi qui signe un papier sur la junte civile. C'est-à-dire qu'effectivement, en Grèce et en Italie, pour l'instant, le pouvoir est occupé par deux figures de la trilatérale. On sait que ce sont des gens qui viennent de chez Goldman Sachs, qui ont affaire avec la BCE, etc., mais qui sont des gens qui viennent de la trilatérale. Vous pourrez peut-être évoquer, Serge, ce qu'est la trilatérale, qui s'était inquiétée de l'excès de démocratie dans le monde. Oui, la trilatérale a eu son heure de gloire dans les années 70. Elle rassemblait un certain nombre d'industriels, de politiques, d'intellectuels. Et à la suite des grands mouvements sociaux qu'on avait connus en France, en Italie dans les années 60, la trilatérale se disait que les démocraties occidentales étaient devenues ingouvernables. Et elle avait publié un rapport sur l'ingouvernabilité des sociétés occidentales. Ingouvernables, pourquoi ? Parce qu'il y avait un certain nombre de groupes sociaux, de minorités raciales, d'organisations féministes, qui avaient en quelque sorte acquis le droit à la parole. Et ça rendait tout beaucoup plus compliqué. Avant, c'était uniquement les décideurs qui décidaient, les industriels qui rencontraient les banquiers, qui rencontraient les hommes politiques et qui annonçaient un certain nombre de lois, de gouvernements, un peu comme en ce moment avec les sommets européens. Mais pendant les années 70, c'était plus difficile parce que les syndicats avaient conquis de nouveaux pouvoirs, parce que les organisations de minorités se faisaient entendre. Et la trilatérale estimait que donc il y avait une crise de gouvernabilité des démocraties parce que trop de gens se mobilisaient dans l'arène, trop de gens se mobilisaient dans la vie civile, et il était important, selon elle, que ça cesse. C'est un rapport qui est important, qui a été publié en 1975, qui avait pour signataires des gens aussi éminents que Samuel Huntington pour la partie américaine, Michel Crozier pour la partie française, et puis il y avait un auteur aussi qui traitait de la partie japonaise. Et on peut dire que 35 ans plus tard, les espoirs, en tout cas les appréhensions de la trilatérale ont été dissipées, et la plupart de ces espoirs ont été exaucés, puisque le gouvernement en est revenu à ce petit groupe qui avait cru que les choses lui échappaient à la fin des années 60. Et là, je remarque que dans le discours politique, on parle de plus en plus d'union nationale. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et c'est jamais une bonne chose quand on parle d'union nationale. Ça veut dire, le synonyme d'union nationale, c'est la fin du politique. C'est en l'occurrence une union nationale qui est imposée par les marchés, c'est-à-dire par la spéculation, qui est si possible mise en œuvre par des gouvernements d'experts, comme en Grèce et en Italie, pour faire la politique des agences de notation, c'est-à-dire de Moody's, de Fitch et de la Standard & Poor's. Et afin que cette politique soit garantie, qu'on soit tranquille, qu'il n'y aura pas d'interruption, qu'elle sera menée sans relâche, on a donc une union nationale qui verrouille les choses avec des règles d'or et des sanctions automatiques. C'est un peu ce qu'on vient de voir une nouvelle fois lors du sommet de jeudi dernier. D'où l'expression que j'ai employée dans cet édito de junte civile. Dans le même numéro du Diplo, vous avez un long texte d'analyse de Frédéric Lordon qui souligne que ce à quoi nous assistons en ce moment, c'est, je le cite, le rêve néolibéral d'un ajustement automatique soustrait à la délibération souveraine. Parce que vous remarquez que la plupart de ces décisions ne correspondent pas aux engagements des gouvernants qui ont été élus. Après tout, Sarkozy était élu pour être le président du pouvoir d'achat, pas pour être le président qui réduirait le pouvoir d'achat, à moins qu'on ait mal compris au moment de la campagne de 2007. Et Lordon, donc, dans le même article, en évoquant des sommets comme celui de jeudi dernier, relève que le syndicat d'initiative éprouve le besoin de renouveler le spectacle à intervalles de plus en plus rapprochés et en proposant des sensations de plus en plus fortes, des nouvelles institutions, des nouveaux pays à sauver, de nouvelles tuyauteries financières, des montants engagés qui sont sans cesse croissants. Et il me semble qu'effectivement, l'accord de Bruxelles, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, comme la quasi-totalité des décisions prises à l'échelle de l'Europe, ça a été une politique, très réactionnaire, qui se proclame fin du politique, mais qui est l'union sacrée pour défendre ceci ou cela, c'est-à-dire l'euro en l'occurrence,
et qui, pour défendre l'euro, prévoit sans cesse davantage de rigueur, d'austérité pour le plus grand nombre et aucun prix à payer pour les responsables de la crise. Ce qui se passe quand même, Serge, c'est que ce soit Papademos et Noël Burgi va parler de la Grèce ou Monti en Italie, les sondages leur sont très favorables, notamment Monti. Oui, les sondages leur sont favorables, mais pour une raison qui est assez simple, qui a d'ailleurs été évoquée par Nicolas Sarkozy lors de son dernier discours de Toulon. Dans la phrase qu'il a reprise à plusieurs reprises, la peur est revenue. La peur est revenue. Nicolas Sarkozy. Cette peur qui détruit la confiance. 1er décembre 2011. Cette peur qui paralyse les consommateurs. Cette peur qui empêche l'investisseur d'investir, l'entrepreneur d'entreprendre, le patron d'embaucher, le banquier de prêter. Cette peur porte un nom. C'est la peur pour la France de perdre la maîtrise de son destin. La seule façon de conjurer cette peur, c'est une nouvelle fois de dire la vérité. La vérité, c'est que la crise n'est pas finie et qu'il ne peut pas y avoir de projet politique qui ne procède d'un diagnostic de la crise et de son ampleur. Nier la crise, c'est s'interdire toute perspective d'avenir. On crée un sentiment de peur, de chaos, en disant peut-être qu'à la fin de l'année, il n'y aura plus d'euros. Donc les gens se demandent ce que deviennent leurs économies qui sont calculées en euros. On leur dit que ce qui se passe en Grèce pourrait arriver demain à l'Italie et puis après-demain à la France. Donc face à cette situation qu'ils ne comprennent pas, parce que vous avez l'occasion, comme moi, de parler à des gens qui ne sont pas économistes, ils sont complètement dépassés. Je peux me parler à moi-même. Oui, même, ils sont complètement dépassés par ce qui intervient. Qui comprend les contrats d'assurance, les CDS, les primes qui justifient des sommets, qui justifient des paniques financières qui provoquent les décisions gouvernementales. Donc il y a cette espèce de sentiment qu'on ne peut rien faire d'autre que de confier son destin aux experts. Le seul problème, c'est que les experts, ils ne sont pas nommés par les confédérations syndicales espagnoles, italiennes, allemandes ou françaises, mais ce sont des gens qui sont eux-mêmes des banquiers, qui ont eux-mêmes été des employés de Goldman Sachs, qui a été quand même une entreprise qui a beaucoup profité de la crise dont elle avait été la principale responsable, et qui estime que pour résoudre les problèmes de la crise, il faut faire payer les salariés et épargner les banques. Parce que si vous remarquez l'accord qui est intervenu jeudi dernier, vous remarquez qu'il y a dans cet accord un point qui est très intéressant, qui dit, je cite, que le secteur privé ne sera plus mis à contribution en cas de restructuration de la dette d'un État, comme cela fut le cas pour la Grèce. L'engagement est réaffirmé sans ambiguïté dans le traité. Donc l'un des points de l'accord consiste à dire que avoir fait payer les banques pour une partie de la dette grecque fut une erreur, parce que ça a affolé les marchés financiers, et donc vous avez les gouvernements démocratiques qui s'engagent à ne plus faire payer les banques. Et Dieu sait qu'on les a très peu fait payer. Mais dans le cas de la Grèce, on leur a plus ou moins demandé, disons instamment, de renoncer à la moitié de leur dette. C'était une demande allemande, d'ailleurs, à laquelle s'opposait la France. Vous savez que la politique financière française est pilotée théoriquement par François Baroin, qui est le ministre des Finances, mais en réalité est très largement guidée par Michel Pébroux, qui est l'ancien président de la BNP Paribas. Donc vous avez une politique qui a été pilotée par des responsables des banques et qui a eu pour résultat d'exonérer les banques de toute responsabilité dans la crise dont ils sont pourtant les principaux responsables. Il faut rappeler que les banques françaises sont très impliquées dans la crise grecque. Absolument. Dans la crise grecque, les banques françaises ont prêté pour les dettes souveraines dans la plupart des États. C'était un bon rendement pour elles et un rendement qui était absolument garanti. Et là, au lendemain du sommet, vous avez une déclaration de Valérie Pécresse, qui est la ministre du Budget et qui est aussi la porte-parole du gouvernement français, qui a dit, je cite, « Ce que nous voulons, c'est donner plus de crédibilité à l'euro, c'est avancer dans la voie de la stabilité et de la discipline budgétaire et surtout rassurer les investisseurs. Rassurer les investisseurs, c'est notamment leur dire que plus jamais nous ne ferons appel aux capitaux privés lorsqu'il y aura un pays en difficulté. » Vous avez quand même cette situation extraordinaire. Vous avez un ministre du budget qui est de fait le porte-parole du lobby bancaire.
Donc l'un des points de l'accord, c'est que le secteur financier, le secteur privé ne sera plus mis à contribution. Mais l'une des autres étrangetés de l'accord, puisqu'on a beaucoup souligné le fait que le Royaume-Uni a refusé de s'associer à cet accord. Vous vous souvenez qu'au moment où il y avait eu le précédent sommet entre Sarkozy et Merkel, ils avaient débouché sur la conclusion qu'il fallait imposer une taxe sur les transactions financières. Et très vite, on avait appris que, malheureusement, le Royaume-Uni s'y opposait. Eh bien, puisque le Royaume-Uni n'est pas dans cet accord, on aurait pu imaginer qu'allait y figurer cette taxe sur les transactions financières. Que croyez-vous qu'il arrivera? Je pense que tous les auditeurs savent, quand on pose la question, que naturellement, il n'y a pas de taxe sur la spéculation financière dans cet accord. En d'autres termes, si vous voulez, ça fait des décennies que le capitalisme financier estime, à l'échelle internationale, que les politiques sociales européennes, qui ont été arrachées par le mouvement social, pendant un siècle, sont trop généreuses. Eh bien là, la crise et la peur est revenue, dit Sarkozy, permettent justement de servir de levier pour démanteler des éléments essentiels de cette politique sociale. Alors, on va voir comment ça se passe en Grèce. Mais il faut voir que c'est une chose qui est comprise par les dirigeants européens, les dirigeants les plus libéraux. Cette crise est une chance. Vive la crise. Utilisons ce levier. Récemment, le Premier ministre hollandais a eu cette déclaration très intéressante. Il disait « Il ne faut jamais gâcher une crise. C'est l'occasion pour les pays du Sud de réformer leur économie. Ils ne l'ont pas fait dans le passé. Je veux que la pression des marchés continue à les y obliger. » Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Un nouveau gouvernement, en Italie, un nouveau gouvernement. On a même un président français qui parle à la télévision pendant 45 minutes pour dire qu'il faut que la France devienne davantage comme l'Allemagne. Est-ce que vous auriez pu imaginer une chose pareille il y a seulement 2 ans? Inconcevable. Fin de citation du Premier ministre hollandais. Donc vous voyez, ils ne dissimulent pas leur jeu. C'est vraiment la crise. Et de fait, jeudi 8 décembre, on a appris que l'Italie du gouvernement d'experts apolitique de Mario Monti venait de décider de relever de 10 centimes par litre le prix de l'essence, désormais fixé à 1,70 €, de faire passer le taux réduit de la TVA de 10% à 12%, le taux normal de 21% à 23%, et de ne plus indexer les retraites sur l'inflation. Ce qui, cette année, fera perdre 3,4% aux retraites. Vous voyez, dans tous les paquets d'austérité, de rigueur pour réduire la dette qui sont proposés, la quasi-totalité des mesures frappent les salariés et la plupart, pour ne pas dire toutes, épargnent les banques. C'est l'argent qui gouverne, là. C'est l'argent qui a besoin de plus d'argent. C'est ça la dictature du capital.